nous retrouver autour d'un bon livre. Quel plaisir! Merci, je suis ravie de vous retrouver sur Télésud pour un nouveau numéro des mots et débats. L'auteur que je reçois est de nationalité ivoirienne, d'origine ivoirienne. Il est l'auteur de 2 ouvrages. Je vous présente Kakou Ernest Tigori. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Madame Patricia, oui. Je vais bien, merci. Alors, vous êtes l'auteur de 2 ouvrages, comme je le disais, pour la Côte d'Ivoire, écrit en 1999, et puis le deuxième, c'est Pauvre Afrique, tu te relèveras, en 2005. Alors, dans ces ouvrages, vous invitez l'élite africaine à retrouver du sens. Et c'est marrant parce que votre dernier ouvrage aussi, c'est Le Souverain Noir, aux éditions du Panthéon. Là aussi, c'est vous secouer le peuple noir, on se relève et on avance. Oui, effectivement. Aujourd'hui, tout le monde peut constater le désordre des États africains, des États de l'Afrique noire. Et il ne faudrait pas se tromper sur l'analyse. Quand une société est défaillante dans son évolution, c'est qu'elle a une élite, disons, qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc c'est l'élite africaine qui, depuis les indépendances, a été défaillante, a trahi les populations, et c'est ce qui explique ce désordre-là. Très bien. Eh bien, regardons tout de suite. Commençons le face-à-face. Kakou Ernest Tigori, dès le début, dans votre ouvrage, vous nous mettez dans l'ambiance. Les 2 filles de Barack Obama, Malia et Sacha, ont été enlevées, voilà. Et bien sûr, Michelle et Barack Obama attendent un message des ravisseurs. Et nous voyons que ce message arrive et il y est signé la conscience noire. On comprend que c'est une confrérie. Et donc là, je me suis dit, mais est-ce que Ernest Tigori est-il conscient qu'en parlant de l'enlèvement de ces 2 filles, est-ce qu'il n'a pas peur d'avoir, je ne sais pas moi, les agents secrets américains sur son dos, une surveillance accrue? Dans tous les cas, aujourd'hui, tout le monde est surveillé. Oui. Donc, tout individu lambda est surveillé. Mais je crois que quand les services secrets américains prendront connaissance du contenu de ce roman, je crois qu'ils verront plutôt que c'est un hommage au destin exceptionnel de M. Obama. Bien sûr, ça me permet de raconter l'histoire que je vais raconter, ça me permet de conduire une réflexion sur la gouvernance en Afrique, et le choix d'Obama permet de raconter cette histoire-là. Il n'y a rien de méchant. Alors il y a Baba Safo qui reçoit son neveu John Kwame et qui vit aux États-Unis, et il va lui parler. Il lui dit voilà, il y a une confrérie qui existe depuis des siècles, 2-3 siècles, c'est ça? 2 millénaires. 2 millénaires, ouais. Voilà. Et c'est la conscience noire. Cette conscience noire a pour but d'élever le peuple noir, de trouver aussi l'individu qui va en fin de compte mener la population noire, le suivre, à grandir en fin de compte. Moi, ce que je veux savoir, c'est, tout a commencé avec Amabé Kareb. Et j'ai l'impression qu'en fin de compte, à travers votre histoire, il y a un message que vous voulez absolument délivrer, c'est réveillons-nous. Absolument, absolument. Parce que, voyez-vous, quand on écoute l'élite africaine d'une façon générale, sur tous les plateaux, c'est toujours les autres qu'on accuse. C'est l'Occident qui est responsable de tous les maux de l'Afrique. La colonisation, c'est la colonisation. Mais les Noirs n'ont pas été les seuls à subir l'esclavage et la colonisation. Tous les peuples ont été colonisés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le Français serait fier de la colonisation de la Gaule par Rome? Pourquoi est-ce que l'Italie serait fière de la colonisation de l'Italie par la Grèce, et que bon, nous devrions pleurer parce qu'on a été colonisé par l'Occident? Non. Toute l'histoire de l'humanité est faite de colonisation, de conquête, d'asservissement. Il n'y a que ça. Les Américains qui aujourd'hui constituent la plus grande nation au monde, mais ils se sont battus. Ils se sont battus au XVIIIe siècle pour avoir leur indépendance. La guerre d'indépendance, c'était une révolution. Donc, nous ne sommes pas les seuls à avoir été colonisés. Alors, on a l'impression que l'élite africaine utilise la colonisation, l'esclavage pour couvrir ses insuffisances. Donc, il faudrait mettre fin à cette inconduite chronique de l'élite africaine. Absolument. Il faut ouvrir les esprits. Il faut ouvrir les esprits. Qu'on regarde l'histoire de l'humanité. Tout le monde a été colonisé. Tout le monde a été vendu comme esclave. Je voudrais rappeler d'ailleurs que pendant la période de l'esclavage, la traite négrière, comme on l'appelle, mais à Alger, au XVIIIe siècle, sur 100 000 habitants, il y avait 30 000 esclaves. Mais c'était des esclaves blancs, des esclaves chrétiens. Ce n'étaient pas des noirs.
Donc tous les peuples ont subi ces choses-là. Donc il faut arrêter d'attacher l'esclavage et la colonisation au seul noir. Ben, historiquement, c'est faux. Il n'y a qu'aujourd'hui cette élite, je pense, irresponsable, qui entretient cela pour couvrir ses propres insuffisances. Ernest Igori, à travers justement cet enlèvement des deux filles, Malia et Sacha Obama, j'ai l'impression, donc John Kwame a une mission, c'est d'aller aux États-Unis, il va rencontrer Obama pour dire « Suivez-moi, je vais vous amener à vos filles, je sais où elles se trouvent. » Voilà. J'ai l'impression aussi que vous dites Obama a dû peut-être oublier un peu l'Afrique et vous voulez qu'il retourne un peu sur ses traces et qu'il n'oublie pas ce continent dont il a des origines, qu'il doit aussi marcher avec l'Afrique, il doit y avoir des objectifs. Absolument, disons que ce livre veut attirer l'attention de tous les Noirs, tous les fils de l'Afrique, y compris bien sûr donc Obama, qui aujourd'hui est l'un des plus illustres fils de ce continent. Parce que quelles que soient les nationalités que nous pouvons avoir, quels que soient les environnements dans lesquels nous évoluons, nous sommes toujours tributaires de l'image collective que notre communauté noire dégage. Aujourd'hui, par exemple, quand on voit un Japonais, on le respecte, parce qu'on sait que bon, le Japon, c'est pas n'importe quoi. De plus en plus, on respecte le Chinois, parce qu'on voit la Chine avancer. Donc il faudrait que le monde noir aussi dans son ensemble puisse avancer. Et ça, je pense que ça interpelle tous les Noirs, quels que soient les pays où ils sont. Donc, comme je dis, Barack Obama est un illustre fils de ce pays, même si aujourd'hui il est le président des États-Unis. Donc, je l'interpelle au même titre que les autres, absolument. L'être suprême est merveilleux, point. La conscience noire, les filles Obama qui sont enlevées s'y plaisent bien. Donc, c'est la cité Ouadjacro. C'est ça. C'est la cité, au bord du lac Tchad. Voilà, au bord du lac Tchad. Le nom, c'est pas Ouadjacro? Non, Ouadjacro, c'est le village au Ghana, à côté de Koumassi. Ok, parce que je crois que c'était... Et donc, cette conscience noire a su s'enrichir à des richesses et des richesses, puisqu'elle a dû elle-même trouver des moyens pour survivre. Il y a toute une organisation, il y a même des Candaces. Les Candaces, les belles Candaces. Les belles Candaces, ces femmes qui ont un rôle de séduction. Alors ça m'a un peu dérangé, d'assouvissement. Enfin, vous voyez, on sent qu'elle est là pour le plaisir de l'homme. Ah non, pas du tout. Au début, elles arrivent à la cité comme des esclaves sexuels. Ouais. Voilà, mais tout de suite, elles montrent qu'elles ont d'autres atouts. Et finalement, ce sont elles qui gèrent la cité. Ce sont elles qui sont les garantes de la sécurité et du quotidien de la cité. Elles ont un rôle très important. D'ailleurs... Oui, mais les sages ne sont que des hommes. Il y en a 12 personnalités, enfin 12 sages. Le Conseil des sages ne sont que des hommes. Bon, disons que ça, c'est la tradition qui fait que on en arrive là. Mais vous voyez bien qu'à la fin du roman, dans les réformes qui sont prévues pour... l'organisation de la conscience noire. On libère les Candaces. On libère les Candaces et puis en plus le Conseil des sages va s'ouvrir aux femmes. Finalement, le livre, en toile de fond, il y a un hommage au rôle beaucoup plus important que souvent on ne l'avoue des femmes dans les sociétés, en tout cas bien organisées en Afrique. Que reprochent les Ghanéens aux Ivoiriens? Parce que, page 75, vous écrivez « Quand j'ai vu ce monsieur, son allure rassurante, ses bonnes manières, je savais qu'il ne pouvait pas être ivoirien. » Oui. Non, mais en fait, et pourtant, vous-même, disons vous êtes que ivoirien, voilà, je suis ivoirien. Vous savez que les voisins ont toujours des moqueries les uns envers les autres. Donc, je prête cette mauvaise langue aux Ghanéens. Voilà, mais donc c'est juste des petits traits. Pour dire que bon, voilà, ça existe comme on l'a ici entre les Français et puis les Belges, voilà, entre les Ivoiriens et puis les Ghanéens, il y a quelques traits comme ça qui, pour celui qui connaît l'Afrique, comprendra très bien que ce sont des blagues entre voisins. Voilà. Vous reprochez aussi que les gouvernants sont des corrompus, des ingrats, des voleurs, parce qu'ils pillent les richesses naturelles de leur pays. Et vous dites aussi qu'en fin de compte, c'est eux qui sont les propres... les fossoyeurs. Les fossoyeurs, les coupables. C'est des barons, c'est des barons pillards. Moi, j'ai eu cette chance quand même d'être pendant plus de 20 ans haut cadre dans une entreprise publique en Côte d'Ivoire. Et
c'est l'inconduite chronique des élites qui est le problème en Afrique. Ce pillage, ces détournements de fonds à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire que ça part du chef d'État au petit planton. Toutes les personnes qui détiennent une parcelle de l'autorité de l'État ont pour préoccupation de détourner cette autorité pour servir leurs intérêts particuliers, leurs intérêts propres. Mais quand une telle pratique aussi généralisée dure longtemps, à un moment donné, l'État devient inconsistant. Toute la société perd son substrat et on est dans un vrai désordre. Et ça, qui va changer cette situation? C'est les élites. C'est les élites. Il faut à un moment donné qu'il y ait une élite consciente qui se dise, bon, peut-être que nous allons nous sacrifier. D'ailleurs, quel sacrifice? Mais il faut bien que, en Afrique comme ailleurs, on fasse aussi l'apologie de la moralité publique. Bon sang, on ne va pas penser que nous, les Africains, nous pouvons continuer comme nous continuons et puis que les choses vont changer un jour. Ce n'est pas par une décision du Saint-Esprit que nous allons connaître la prospérité et le développement. Il faudrait que les élites soient responsables. Et c'est mon discours, c'est sur cela que j'insiste. Et je dis, pour avoir été pendant 20 ans au cadre en Côte d'Ivoire, je peux vous dire que les Ivoiriens, les élites sont les premiers responsables du désastre en Afrique. Voilà. Vous parlez aussi du modèle chinois concernant le contrôle des naissances. Vous dites, en Afrique, il faudrait peut-être cesser justement qu'il y ait trop de familles, trop d'enfants pour gérer la famine, la pauvreté, la misère. Et vous citez le modèle chinois. Est-ce que c'est faisable en Afrique? En fait, je ne le donne pas comme exemple à suivre forcément, mais je veux dire, il faut qu'à un moment donné, il y ait une conscience qui gère la société africaine. Si je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, à l'indépendance, nous étions combien? Peut-être 5 ou 6 millions. Aujourd'hui, nous sommes peut-être 20 millions. Il y a eu, la population a été multipliée au moins par 3. Mais est-ce que les infrastructures, est-ce que le bien public a suivi? Je donne un exemple simple. Moi, quand j'étais enfant, il y avait 2 ponts à Abidjan. Le pont Houphouët-Boigny et le pont de Gaulle. Dans les années, au début des années 70, quand je commençais à réaliser ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2013, plus de 30 ans après, il n'y a toujours que 2 ponts, alors que la population a été multipliée par 3. Donc, il faut qu'à un moment donné, il y ait des dirigeants qui gèrent la société, qui prévoient donc les infrastructures, les moyens, les services en fonction des populations. Et si on se rend compte qu'on n'a pas les moyens, peut-être qu'il faut imaginer, il faut penser aussi à limiter les naissances. On ne peut pas rester indéfiniment pour dire, voilà, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Aujourd'hui, les Chinois, ils ont pris leurs responsabilités. C'est vrai que cela a entraîné certaines douleurs pour dire que, voilà, l'enfant unique en Chine. Mais on voit très bien avec l'évolution de la Chine que ce pays est dirigé par des responsables. On peut être d'accord avec eux ou pas, mais le pays l'avance. Voilà, donc c'est ça qu'on veut voir en Afrique. On peut maintenant, bien sûr, débattre toutes les questions, mais il faut qu'on sente une conscience noire, une conscience qui agit pour l'intérêt général, pour le bien-être des populations et pourquoi pas le bonheur des personnes. Pour l'instant, ça n'existe pas, malheureusement. Alors, John Kwame, qui a fait venir Barack Obama en Afrique, donc c'est au Tchad, a réussi donc à convaincre Obama d'être le souverain noir. Cette élite, voilà, cet homme qui va... Ça, c'est Mbaké. Voilà, Mbaké, le sage gardien. Exactement. Voilà. Alors, je voudrais savoir pour quelle raison, pourquoi le Soudan du Sud entre en jeu, comme si ce pays était le pays de la réconciliation. Pourquoi ? Oui, en fait, vous voyez que finalement, dans tout le livre, j'ai bien envie de donner des repères spatiaux et temporels. C'est un livre qu'on écrit aussi pour nos enfants. J'aimerais bien qu'ils connaissent un peu l'histoire de l'Afrique. Oui. Donc, l'histoire avec Amabé Kareb démarre du temps de Ramsès II. Exactement. Et on sait que l'un des grands faits d'armes de Ramsès II, ça a été l'expédition punitive de Ramsès II contre la province du Sud, la province noire du Sud. À l'époque, c'est la région de Kouch. Voilà, donc l'histoire démarrant dans cette zone-là, mais cette zone aujourd'hui, c'est quoi? C'est le Soudan du Sud. Voilà, donc c'est la patrie, la patrie d'origine d'Amabé Kareb. Même s'il fuit pour aller vers le lac Tchad, qui était à l'époque la grande mer centrale, pour trouver une grotte et créer donc cette cité-là qui va être, disons, l'antre de la conscience noire. Mais sa partie d'origine, aujourd'hui, serait donc le Soudan du Sud. Donc bon, j'utilise l'histoire, j'utilise l'actualité, j'utilise voilà, tous ces repères-là pour pouvoir donner une histoire, j'espère, intéressante pour le lecteur. Oui. Et le rôle du président Idriss Déby, parce que pourtant il y a d'autres présidents africains, mais lui, il a un rôle vraiment conséquent. Absolument. En fait, le Tchad a été choisi sur un critère géographique.
je voulais que l'histoire se passe au centre de l'Afrique. Et quand vous prenez la carte de l'Afrique, vous voyez que le lac Tchad est au centre de l'Afrique. Donc, c'est cela qui impose que la cité se retrouve aujourd'hui au Tchad. Mais une fois que ce choix est fait, ben, le président du Tchad, c'est Idriss Déby. Donc si ça avait été le Burkina Faso qui avait été choisi, j'aurais parlé de Blaise Compaoré. Donc en fait, c'est très bien d'insister là-dessus parce que la caricature qui est faite du chef d'État africain, donc qui est incarné par Idriss Déby, n'est pas du tout mon opinion personnelle sur Idriss Déby. Mais c'est une caricature qu'il porte par rapport au chef d'État africain, avec toute cette légèreté que des fois on peut déplorer malheureusement. Pour terminer cette première partie de l'émission, page 201, vous dites « L'Afrique dans l'ensemble est retournée au stade primaire, c'est-à-dire une société qui a perdu l'humanisme, où les individus évoluent dans une vraie jungle sans aucun respect de la loi par les gouvernants. Il n'y a que la corruption, les passe-droits, le népotisme qui marchent bien. » Mais c'est ça, c'est la triste réalité. Aujourd'hui, ça peut paraître dur, mais la réalité est encore plus dure. Et il faut absolument qu'il y ait une élite qui change ça. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, vous allez dans tous les pays africains, tous ceux qui connaissent bien l'Afrique vont vous le confirmer. Et ce n'est pas une fatalité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une élite qui n'a pas suffisamment réfléchi à son rôle, au rôle de l'État dans la société. L'État, en tant que gestionnaire principal, doit utiliser les ressources pour construire l'intérêt général, bâtir le bien public et faire la promotion de l'émancipation des gens. Mais quand on a une élite que je considère d'un culte d'ailleurs, qui ne sait même pas quel est son rôle, qui croit qu'il suffit de piller, de s'enrichir et puis bon ben ça va, ils ne se rendent même pas compte, cette élite ne se rend même pas compte que ça n'avance pas. Parce que quand la population n'est pas servie, à un moment donné l'État s'en retrouve lui-même affaibli, la société s'en retrouve totalement désorganisée, et puis bon, ben, on a tous ces désordres, tous ces coups d'État, toutes ces rébellions, tout ce que vous voyez, voilà, et puis bon, ben, mais il faut à un moment donné arrêter le massacre. Donc c'est cet appel-là que je fais. Très bien. Merci beaucoup, Kakou Ernest Tigori. Nous allons avancer. Nous passons à la deuxième partie de l'émission, carte sur table. Vous avez des cartes devant vous, alors à vous d'en choisir une au hasard. Celle qui est au milieu. La numéro 2, très bien. Eh bien, nous allons parler d'un président, un ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo. Voilà, Laurent Gbagbo. Et je voulais savoir comment avez-vous, quel est votre regard, voilà, sur ce procès à la CPI. Comment, voilà, est-ce qu'il y a eu une issue? Est-ce que Laurent Gbagbo pourra revenir en Afrique, en Côte d'Ivoire? Est-ce que, voilà, quelle est l'issue de ce procès? Bon, disons que le problème ivoirien est un problème qui a occupé l'actualité pendant de nombreux mois. Nous nous sommes illustrés tristement. De mon point de vue, nous avons affaire à une classe politique qui d'ensemble est médiocre. Et j'en parle dans mes 2 premiers livres dans tous les cas, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau que je dis. Et nous sommes arrivés donc à ce chaos-là, la crise post-électorale avec des milliers de morts, tout ça. Dans l'absolu, on peut se dire qu'il faut qu'il y ait des responsables, faut sortir de l'impunité. Mais si ça doit se faire, eh bien, il faut regarder de tous les bords, de tous les côtés. Aujourd'hui, que le président Gbagbo se retrouve seul à devoir rendre compte à la justice internationale peut être vu comme une injustice, tout simplement, parce que bon, ben, y en a qui ont fait davantage, sinon pire que lui, comme je dis, qui roulent les mécaniques aujourd'hui à Abidjan. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a une bande de crapules aujourd'hui qui sont assis dans les ordres de la République aussi, en Côte d'Ivoire. Donc il faut voir, je pense que pour aller vers l'apaisement, pour aller vers la possibilité de retrouver une certaine cohésion, il serait bien de tenir compte de ça, tout simplement. Sinon, la CPI joue son rôle. Il faut bien qu'à un moment donné, tous ces gens qui ont le pouvoir, qui pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi, rendent compte. Tout cela, c'est cette élite irresponsable dont je parle. Voilà. Mais il n'y a pas que ceux qui sont au pouvoir. Des fois, les opposants aussi sont très irresponsables. Oui. Une autre carte. La 5.
Eh bien, nous allons parler encore de... Décidément. Mais là, c'est des sportifs. Alors, j'espère que vous aimez le foot. Oui. Voilà, je voulais parler de Didier Drogba, de Yaya Touré. Vous aimez ces Oui, footballeurs? absolument. Vous suivez les matchs de C'est foot? une génération qui nous a donné beaucoup de bonheur. Malheureusement, je pense qu'on aurait pu avoir 2 ou 3 Coupes d'Afrique des Nations avec cette génération. Mais voilà, au final, il n'y a pas grand-chose qui en soit sorti. Bon, mais c'est le sport et je crois qu'il faut accepter des fois qu'on perde. Mais ils resteront très longtemps dans la mémoire des Ivoiriens, cette génération de Drogba, Kolo et tous les autres, Yaya Touré, tous les autres. Voilà. Donc, je pense que c'est une génération en or pour la Côte d'Ivoire. Une autre carte. Une autre carte. 4. Eh bien, le 4, nous allons parler de ce graffeur qui s'appelle C215, qui a peint cette fresque voilà, à Vitry-sur-Seine. C'est un graffeur qui veut rendre hommage à Christine Taubira à la suite de ces insultes racistes. Voilà, je voulais savoir, quelle a été votre réaction quand vous avez entendu ces propos, voilà, guenons, ce manque de respect vis-à-vis de la République, je dirais. Bon, d'abord, je trouve que il faut que nous-mêmes, les Noirs, nous arrivions à nous mettre un peu au-dessus de toutes ces choses-là. Et c'est pas facile. Oui, il y a des cons partout. Oui. Il y a des cons partout. Il y en a de tous les bords. Et si chaque fois que nous donnons, je dirais, de l'importance à leurs propos, à leurs actes, à leurs gestes, bon, on ne fait que faire leur promotion. Christiane Taubira, la personne qui l'a prise pour un singe, c'est très bien que c'est pas un singe. Il n'y a pas de singe au gouvernement français. C'est une dame brillante. On voit ses interventions. On peut ne pas être d'accord avec elle sur ses positions. Oui, mais pas d'accord. Pourquoi casser le physique? Voilà, pourquoi blesser par le physique et la couleur de la peau? Il ne faut pas qu'on soit justement blessé par ces attaques-là. Il ne faut pas qu'on soit blessé par ces attaques-là, sinon, finalement, ça nous prend la tête et on n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose. Aujourd'hui, l'unité psychique de l'humanité est démontrée. Depuis Lévi-Strauss dans les années 1930, on sait que tous les hommes constituent la même espèce. C'est d'ailleurs pour ça qu'un blanc et un noir, et une noire, ou bien un noir et une blanche peuvent faire des enfants ensemble. C'est bien parce que c'est la même espèce. Voilà, donc que quelqu'un me dise que tu es noir et que tu ressembles à un singe, faut oublier ça, c'est rien du tout. Il y a des cons partout. Il y a des cons partout. Ouais. Très bien. Eh bien, nous allons passer à la troisième partie de l'émission, coup de cœur, voilà, sur ce message. La troisième partie de l'émission. Ah, pardon. Ok. Alors pour ce coup de cœur, vous avez voilà, porté cet ouvrage, ce roman. C'est ça, ce roman de Stieg Larsson. En fait, il est sorti en 2006, hein, je l'ai lu il y a 2-3 ans. Et là, je suis en train de le relire. Le relis parce que c'est un journaliste d'investigation. Il nous raconte une histoire où il montre un peu les dérives de la finance internationale. Des grandes entreprises qui brassent beaucoup d'argent. Comment est-ce que des fois, parce que les gouvernants, les États ne sont pas assez vigilants, ces gens-là peuvent se transformer en de grands prédateurs qui finalement causent la misère des masses, de plus grand nombre. Il y a cet aspect du livre qui m'a beaucoup plu. Et il y a aussi un autre aspect dans ce livre aussi, il montre comment est-ce que même des démocraties, de vieilles démocraties, peuvent être en danger s'il n'y a pas de vigilance. Et qu'il est important que dans la société, il y ait comme ça des pôles de vigilance, la presse, la justice, les associations des fois, tout ça, et qui permettent des fois de sauver la démocratie. Et il y a de gros risques que son pays, la Suède, bon ça c'est le roman, hein, a subi, et il a fallu qu'il y ait des gens comme ça qui sont attachés à la démocratie, qui s'investissent au risque de leur vie, de leur carrière, et tout ça, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai voulu justement partager cette petite histoire avec vos auditeurs. Et puis bon, il y a aussi le fait que le tome 1, parce que c'est 3 gros pavés,
Le tome 1, c'est les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Et vous voyez que quand vous lisez bien Le Souverain Noir, en toile de fond, il y a tout cet honneur à la femme. Donc, ça fait un peu d'opposition pour faire bien. Très bien, merci beaucoup, Kakou Ernest Tigori. Merci, c'est moi qui le remercie. Alors, j'appelle le titre de votre ouvrage, Le Souverain Noir, pardon, aux éditions du Panthéon. Voilà, c'est l'histoire, voilà, pour relever, voilà, conduire le peuple noir vers le haut. Voilà. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité, ça j'y tiens. Voilà, au revoir et à bientôt.